L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, l'Allier, présente sous l'égide de sa chaire publique et dans le cadre du colloque sur la biodiversité, de la biologie à la culture, organisé par la Faculté de philosophie de l'Université Laval, la 7e conférence inscrite au calendrier de sa programmation 99-2000. Le thème d'aujourd'hui, la transgénique à l'heure des apprentis sorciers. Et pour débattre de cette question, à laquelle se rattache une multitude d'interrogations, 4 invités. Monsieur Nicolas Alouf, biologiste de l'Université libanaise, Madame Marie-Hélène Parizeau, philosophe, professeur à l'Université Laval, Monsieur François Potier, biologiste, professeur également à l'Université Laval, et Monsieur Dominique Michaud, phytologiste, professeur à l'Université Laval. Cet enregistrement a été fait le jeudi 23 mars à l'Agora du pavillon Alphonse Desjardins. Alors, bonjour à tous. Comme Mme Hudon vous l'a dit, on est spécialisé dans des domaines différents, mais vous allez voir, c'est très complémentaire ce qu'on a à vous raconter. Et je commence un petit peu, je travaille sur les plantes, comme vous l'expliquez aussi. Les plantes transgéniques, comment on fabrique ça? Vous donner un petit peu mon idée là-dessus. Évidemment, mon opinion est tout à fait biaisée. Je suis favorable aux OGM, je travaille là-dedans. Si je ne l'étais pas, je ne travaillerais pas là-dedans, évidemment. Donc, il faut que vous ayez ça. Je n'ai pas de plantes à vendre. J'en aurai pas non plus, mais je travaille là-dessus. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on fait ça. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a quelques milliers de chercheurs qui travaillent là-dessus à l'échelle mondiale. Un OGM, donc, vous savez que c'est un organisme génétiquement modifié. Donc, finalement, à peu près tous les organismes sont génétiquement modifiés, mais on le restreint à l'application, ou plutôt à un transfert de gènes par voie non sexuée. Il y a deux manières dans la nature par lesquelles les organismes s'échange du matériel génétique par voie sexuée que vous connaissez bien et qu'on connaît bien depuis longtemps d'ailleurs, qu'on utilise en agriculture. On fait des croisements puis de la sélection depuis déjà des milliers d'années. Donc, cette façon-là, elle est dans la nature, on la connaît bien, on la maîtrise assez bien aussi. En fait, on fait des croisements, on essaie de trouver les individus intéressants. L'autre façon qui survient aussi tout autant dans la nature, c'est par voie non sexuée. Alors ça, c'est très courant, par exemple, chez les micro-organismes, mais pas uniquement chez les micro-organismes. Il existe des humains transgéniques, il existe des plantes transgéniques. Des plantes transgéniques, il y en a déjà pas mal dans la nature parce que, d'ailleurs, je vais vous expliquer brièvement la technique qu'on utilise pour transformer les plantes. On utilise une bactérie qu'on a modifiée à notre goût par génie génétique, qu'on puisse insérer les gènes qui nous intéressent. Mais c'est une bactérie qui, dans la nature, transforme les plantes. Donc, il y en a déjà beaucoup, puis on en a tous déjà mangé bien avant qu'on maîtrise la transformation génétique. Donc, juste pour résumer, finalement, c'est que c'est les deux façons, par voie non sexuée, par voie sexuée. Par voie sexuée, ça fait longtemps qu'on maîtrise ça. On fait de l'amélioration en agriculture. Par voie non sexuée, ça fait beaucoup moins longtemps, parce qu'il fallait attendre de maîtriser le génie génétique. Ça fait une trentaine d'années qu'on maîtrise le génie génétique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça fait exactement 22 ans, en fait, que les premiers OGM sont arrivés sur le marché. C'était des bactéries qui ont le gène humain de l'insuline, qui permet aux gens qui ont le diabète d'avoir accès à de l'insuline humaine. Donc, le gène humain est introduit dans la bactérie. Donc, ce sont des bactéries transgéniques qu'on cultive, qu'on multiplie en bioréacteur. Donc, avec les plantes, qu'est-ce qui arrive? C'est que on peut faire la même chose. On peut envisager d'utiliser les plantes pour leur donner des nouveaux caractères ou pour produire des molécules, des composés intéressants, par exemple, pour faire des plastiques ou des protéines d'intérêt médical. Donc, on en est quand même relativement au début de la maîtrise de la transformation génétique en laboratoire, parce qu'on est limité un peu. On a un gène qui va coder. Un gène, c'est un code, un peu comme un code barre, qui va donner une protéine qui, elle, va donner un nouveau caractère. On est limité à ça. On commence à être capable d'insérer un gène qui va coder pour une protéine qui, elle, va aller influencer l'organisme d'une certaine façon. Par exemple, pour lui faire produire des plastiques. On commence à maîtriser ça, mais c'est encore relativement limité ce qu'on peut faire. Donc, quand vous entendez parler, par exemple, de plantes transgéniques BT, résistantes aux insectes, c'est que le BT est codé par le gène. C'est une protéine qui, elle, a un effet direct. Donc, c'est un gène, une protéine, un caractère. La même chose avec la tolérance aux herbicides, la même chose avec d'autres caractères qu'on a mis dans les plantes jusqu'ici. Donc, finalement, aussi, il y a une différence majeure entre la reproduction sexuée et le transfert génétique non sexué, c'est que ça passe d'une espèce à l'autre, autant dans la nature qu'en laboratoire. Par exemple, dans la nature, il y a une bactérie qui s'appelle Agrobacterium qui cause une maladie à la plante qui s'appelle la tumeur du collet. Et lorsqu'elle infecte une plante, elle transfère de ses propres gènes à elle, à la plante. Ce sont des gènes qui codent, qui vont mener à la synthèse d'hormones.
il y aura trop d'hormones, ça va faire un genre de cancer, ça cause une maladie chez la plante. Lorsqu'on a compris ça, il y a environ 25-30 ans, les chercheurs se sont dit, ce serait intéressant de comprendre comment elle va transférer ces gènes, les bornes, quels gènes qu'elle va transférer. On va enlever ces gènes-là, puis on va les remplacer par ceux qui nous intéressent. Donc, c'est la technique majeure qu'on utilise en transformation génétique aujourd'hui, qui date, là, on la maîtrise depuis 18 ans, depuis 83 à peu près. Il y a 3 grands groupes, j'aime les classer en 3 grands groupes, les plantes transgéniques, d'un point de vue d'utilité, d'un point de vue agronomique. Il y a les plantes que j'appelle d'intérêt agronomique qui sont utiles à la ferme. C'est ce qu'on a entendu parler jusqu'ici surtout. C'est ce qui a été développé en premier. Par exemple, des plantes qui sont résistantes aux insectes, des plantes qui sont tolérantes aux herbicides. Donc, des plantes utiles à la ferme. Ensuite, des plantes utiles pour le consommateur. Ça, il n'y en a pas eu beaucoup à date. Il y avait eu l'exemple des tomates qui mûrissent plus lentement il y a quelques années, mais ça a été un gros flop commercial. Mais c'est ce qui s'en vient dans les prochaines années. Par exemple, des plantes enrichies en certains composés intéressants pour la santé, ou encore des plantes hypoallergènes. Vous savez qu'il y a des plantes qui sont allergènes. Par exemple, le riz en Asie, il y a des millions de personnes qui sont allergiques au riz. Ce n'est pas une place pour être allergique au riz. Les allergies sont dues, en général, presque tout le temps, à des protéines alimentaires. On est capable, par transgénèse, d'aller bloquer la synthèse de la protéine en question et développer des lignées hypoallergènes. Donc ça, c'est déjà fait. Il y a même des tests cliniques effectués au Japon depuis 4-5 ans, puis ça fonctionne bien. Donc, c'est des applications qui s'en viennent comme ça. Au niveau industriel, les plantes d'intérêt industriel sont celles où on utilise les plantes comme usines. Je vous ai dit qu'on pouvait prendre des bactéries pour produire de l'insuline humaine. On peut prendre des plantes, par exemple, pour produire des facteurs de coagulation pour l'hémophilie. Alors, vous voyez l'intérêt que ça peut avoir, ou encore pour produire des plastiques biodégradables. Donc, on n'utilise pas le pétrole pour faire des plastiques, et en plus, ça se dégrade. Donc, c'est des applications comme ça qui s'en viennent dans les prochaines années. Alors, j'ai mis François Potier, apprenti éthicien, parce que c'est à peu près ce que je fais depuis 2 ans. Au lieu d'être un apprenti sorcier au niveau de la transgénèse, je m'assois avec des gens qui font de l'éthique. C'est évidemment, c'est pas prétentieux du tout. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis éthicien, mais je parle et je discute énormément avec des gens depuis 2 ans, une fois par mois, qui font de l'éthique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait problème par rapport à la technologie qu'on utilise chez l'animal. Donc, l'animal transgénique, c'est un animal dans lequel on a introduit un gène nouveau. On le fait très tôt au cours du développement embryonnaire, tout de suite après la fécondation, pour que le gène soit transmis à la progéniture, donc aux futures générations. Alors, les premiers animaux transgéniques qu'on a produits en 82, évidemment, c'était la souris, pour essayer de vérifier et de développer des modèles de maladies humaines. Et là, je vous en montre un exemple. Donc, la souris qui est à droite, elle est théoriquement dépressive. C'est un modèle de souris qu'on a créé ici à l'Université Laval. On a voulu mimer un animal qui présentait des perturbations au niveau des hormones, comme on les retrouve chez les gens qui sont maniaco-dépressifs. Alors, vous voyez que par rapport à la souris normale, cette souris-là, elle est beaucoup plus grosse, elle est obèse, et ça mime un syndrome que l'on retrouve chez l'humain qu'on appelle le syndrome de Cushing. Et ce qu'il y a d'intéressant, pour ne pas entrer dans tous les détails, c'est que cette souris-là, on peut renverser le phénotype, on peut la rendre, lui redonner un comportement normal et un état normal en la traitant avec des antidépresseurs humains. Donc, c'est devenu un modèle pour essayer de comprendre de nouvelles approches thérapeutiques pour traiter la maniaco-dépression. Parmi les premières souris transgéniques qu'on a produites aux États-Unis, on a introduit le gène de l'hormone de croissance dans l'embryon et ça a donné une souris géante. Cette fois-ci, elle n'est pas plus grasse, elle est plus longue, elle est plus grosse, donc les os sont plus développés. Tout ça parce que l'animal synthétise de l'hormone de croissance sur une base continue. Alors évidemment, les gens en agronomie se sont dit, c'est fantastique, on va faire la même chose avec nos animaux domestiques. Et en 85, donc ça fait quand même déjà un bon bout de temps, en 85, on avait le premier porc transgénique qui synthétisait de l'hormone de croissance. Alors vous avez 2 côtelettes de porc ici, une côtelette qui provient d'un animal normal et une côtelette à droite qui provient d'un porc transgénique qui synthétise de l'hormone de croissance. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a moins de gras dans la côtelette transgénique parce que l'animal va mieux métaboliser ce qu'il mange et donc il y a des gains au niveau du métabolisme.
Cependant, il y avait des problèmes associés au développement de l'animal en même temps. Et pour être honnête avec vous, ces porcs-là, on les voit rarement en photo parce qu'ils n'étaient pas très beaux. Ils avaient des problèmes de jointure, ils avaient des ulcères d'estomac, ils devenaient apathiques, donc ils arrêtaient de se reproduire. Tout ça parce que l'hormone de croissance était synthétisée de la mauvaise manière. Donc, on la synthétisait de façon continue, ce qu'il ne fallait pas. Les chercheurs sont retournés au laboratoire. On a dessiner de nouveaux gènes qui nous permettent de mieux contrôler cette sécrétion et vous avez des porcs maintenant qui sont transgéniques, qui synthétisent de l'hormone de croissance normale et qui ont même atteint les marchés en Australie, les marchés d'alimentation. Donc, rapidement, quelles sont les applications de la transgénèse chez le porc, puisque c'est l'animal sur lequel on travaille ici à Laval? Tout d'abord, on veut en faire des modèles de maladies humaines. On est en train de travailler sur un projet qui nous permettrait de dériver un porc transgénique pour étudier la maladie d'Alzheimer, par exemple, parce que le porc ressemble beaucoup à l'humain. Et au niveau de la taille des neurones, au niveau des comportements, malgré ce qu'on pense, un porc, c'est plus intelligent qu'une souris. On est capable de suivre qu'est-ce qui se passe quand l'animal perd ses capacités cognitives. Donc, pour toutes ces raisons-là, le porc est un animal intéressant, aussi pour les maladies cardiovasculaires. Les xénogreffes, ça pourrait faire le sujet, en fait, d'une discussion, de 2 heures de discussion. Les xénogreffes, il s'agit de modifier le tissu du porc pour éventuellement être capable de transférer ces tissus chez l'humain. Donc, on ajoute des gènes humains à l'animal et ça vient comme masquer le tissu du porc. Et en théorie, d'ici 5 ans, on pourrait avoir déjà les premiers transferts de cœur, de rein ou de foie chez l'humain à partir du porc. Et finalement, les résistances aux maladies. Donc, il y a des applications au niveau agronomique. La castration génique. Peut-être que la plupart d'entre vous ne le savaient pas, mais toute la viande de porc que l'on mange provient de femelles et de mâles qui ont été castrés à l'âge de 3 jours avec des pinces. On le fait à froid. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on laisse les testicules au mâle, le mâle va produire une viande qui a un goût d'urine. Donc, il faut prévenir la présence et la synthèse de stéroïdes et on castre donc les petits cochons. C'est une porte d'entrée pour les infections et en même temps, on prive l'animal de ses hormones, ce qui fait que sa croissance, elle est ralentie. Or, on a présentement sur la planche à dessin une façon par transgénèse qui nous permettrait à l'animal de s'auto-castrer. C'est tout simplement que le testicule cesse de produire des stéroïdes et l'animal, rendu à l'abattoir à 150 jours, n'a plus ce mauvais goût dans la viande et cette mauvaise odeur qui est associée donc à la production des stéroïdes. Une autre application, et ça, ils existent déjà, ces porcs-là, c'est à Guelph, on l'a appelé le porc écologique. Quand les porcs mangent leurs céréales, ils ne sont pas capables de digérer l'acide phytique. Qu'est-ce que ça fait? On est obligé d'ajouter des suppléments de phosphore à l'alimentation du porc et ça s'en va dans le purin et on contamine les champs quand on va épandre le purin. Or, des chercheurs à l'Université de Guelph ont introduit un gène de phytase qui permet, donc une enzyme qui permet d'utiliser le phosphore qui se trouve déjà dans les céréales que mange l'animal. Ce gène-là est exprimé dans l'intestin et dans les glandes salivaires et ça donne un porc donc qui est plus propre au niveau de la production, tout au moins du phosphore. Au niveau de la vache, on travaille à modifier le lait de la vache pour faire en sorte que on aura, par exemple, une meilleure résistance aux mammites. Donc, ça permettrait à la vache d'avoir moins de problèmes au niveau de la production du lait, parce qu'on sait que la mammite, c'est une cause importante de réforme des vaches, et sans utiliser des antibiotiques, il y a des protéines qui permettraient à l'animal de se défendre mieux contre les infections. On modifie le contenu en caséine kappa, c'est une des protéines qui va servir à produire du fromage. On en fait faire, c'est la même protéine que la vache synthétise, on en fait faire un peu plus pour obtenir plus de fromage par litre de lait, ou encore on vise la production d'un lait qui ne possédera pas, dans lequel on va réduire la quantité de lactose, parce qu'il y a une grande partie de la population qui ne digère pas le lactose dans le lait. Tout ça, encore une fois, par l'approche transgénique. La production d'une souris transgénique coûte 2 000, un lapin 8 000, un mouton, une chèvre, un porc, c'est 60 000, et la première vache transgénique qui a été produite au monde a coûté 500 000. C'est très cher, c'est très complexe, mais on a plein d'outils qui vont nous permettre de réduire ces coûts-là. Et ce que je veux vous dire comme message, c'est qu'il ne faut pas compter sur des problèmes techniques pour se dire, il n'y en aura pas de problème parce que c'est compliqué à faire. Non. Dans quelques années, ça sera déjà beaucoup plus compliqué et ce l'est
grâce, entre autres, au clonage. Le clonage n'a pas été donc dérivé, étudié pour nous permettre de faire des animaux qui sont tous pareils. Ça a été utilisé, quand on a créé Dolly, ça a été utilisé pour permettre de faire de la transgénèse plus facilement. Parce que c'est plus facile d'insérer un gène dans une cellule et on va fusionner cette cellule avec un ovule. Or, on ajoute à cette cellule un gène, donc l'animal qui va naître va être transgénique. Donc, encore une fois, le clonage nous permet d'atteindre des rendements qui sont beaucoup plus élevés et nécessairement les coûts qui sont associés à la production des animaux transgéniques vont baisser. Quels sont les problèmes donc qui sont reliés, les problèmes qui sont d'ordre éthique, mais aussi qu'est-ce que le public perçoit comme message? Qu'est-ce qui dérange dans ce genre d'approche-là? Et ce n'est pas une liste exhaustive que j'ai préparée, mais suite aux nombreuses conférences que j'ai données, évidemment, je me suis fait dire toutes sortes de choses. Je me suis fait dire, ben, c'est les gars comme toi, c'est à cause de toi, avec tes manipulations, que nos adolescents sont grands aujourd'hui. C'est à cause de manipulations génétiques comme les tiennes qu'on a de la vache folle, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des informations scientifiques que l'on connaît. Il ne faut pas renier les 100 dernières années de biologie. Une protéine, on sait c'est quoi. Un gène, on sait c'est quoi. Il y a des zones grises, oui, par rapport à ce que ça peut donner, mais encore une fois, on produit des souris transgéniques depuis 82 sans qu'il y ait eu nécessairement de Tchernobyl génétique. Donc, on sait quand même ce qu'on fait, on contrôle, on examine. J'ai des lignées de souris transgéniques dans mon laboratoire que je garde depuis 6 ans. Le gène s'est toujours transmis. Il n'y a jamais eu donc une disparition du gène ou une mauvaise expression du gène parce que tout à coup ça devenait aberrant comme expression. Alors, on a des outils pour voir comment ça se passe, mais les questions, ils ne sont pas là, ils ne sont pas nécessairement là. Les questions que l'on reçoit sont celles, par exemple, est-ce que l'animal transgénique va souffrir plus qu'un animal normal? C'est sûr que si on fait un modèle pour étudier la maladie d'Alzheimer, oui, ça se peut que l'animal ait certains problèmes physiques, et on doit évaluer, dans une certaine mesure, qu'est-ce qui va se produire au niveau de l'animal au moment où les gènes vont s'exprimer et au moment où la maladie va s'exprimer aussi. À ça s'oppose le droit des animaux. Alors, plusieurs personnes reconnaissent des droits aux animaux et dans ce contexte-là, même la domestication ne devrait pas être permise. Rapidement, il y a les convictions religieuses et morales contre lesquelles je ne peux pas rien dire. Si vous me dites, je pense que Dieu a tout créé, et on n'a pas le droit d'intervenir dans ce patron qui est déjà en place, je vais vous dire, oui, je respecte ça, mais à ce moment-là, on arrête d'en parler parce que c'est de l'éthique de conviction. On ne peut pas aller plus loin dans notre discussion. Transfert de gènes, et je pense que c'est là-dessus, en fait, qui est le point le plus important. J'ai déjà expliqué aux gens, comme il faut, comment on procédait, c'est quoi le transfert de gènes, pourquoi, à mon avis, il n'y en a pas de danger. Et la personne m'a répondu, une personne qui avait un doctorat en physique, m'a dit, oui, je comprends tout ce que tu me dis là, mais j'ai peur quand même, ça me dérange. Okay? Et ça me dérange. Pourquoi ça dérange? Parce qu'on parle d'un gène. On parle de transfert de gènes, et il y a quelque chose de viscéral, il y a quelque chose qui vient nous chercher quand on parle de transfert de gènes, et ça, je le reconnais encore une fois tout à fait. Hein? Ça vient de nous faire passer un petit frisson parce que pour nous, biologistes moléculaires, un gène, c'est une molécule. C'est quelque chose qu'on prend dans un tube, c'est un grand bout d'une molécule qu'on va transférer dans un autre animal, et la signification que ça porte pour un biologiste moléculaire, c'est pas du tout la même chose que pour vous, les gens du public, et ça, on le conçoit très bien. Finalement, il y a un effet sur la culture. Le plus bel exemple, j'ai un ami bioéthicien qui me disait, parce que moi, j'y croyais pas trop que ça avait un effet sur la culture, il me disait, bien regarde, là, quand le train est arrivé dans l'Ouest canadien, qu'est-ce que ça a fait? Quand on a amené les rails jusque dans l'Ouest, bien, ces gens-là qui vivaient reclus, bien, ils ont commencé à vivre d'une autre façon. Okay? Donc, la culture a été modifiée par l'invention du train. Or, l'invention et l'approche transgénique peut avoir le même effet chez l'humain, en ce sens qu'on va banaliser jusqu'à un certain point ce genre de modification-là chez l'animal, et tout à coup, on va dire, ben oui, c'est vrai, on a Dolly, on a l'animal transgénique qui synthétise, qui devient plus gros, le poisson, etc. Est-ce que la prochaine étape, finalement, c'est pas normal qu'on aille vers l'humain? Et c'est le dernier point que je voulais soulever, je vais finir là-dessus.
on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies-là chez l'humain. Et je ne vous cacherai pas qu'en tant que biologiste, oui, il y a des questions sérieuses. Je reviens d'un congrès il y a 2 semaines à Salt Lake City, où il y avait des compagnies qui présentaient des résultats sur l'utilisation d'une partie de l'embryon humain, ce qu'on appelle le bouton embryonnaire, pour faire régénérer des tissus. Alors, on prend un embryon humain, c'est tout premier stade de développement, on a le droit de travailler avec l'embryon humain jusqu'à l'âge de 14 jours en incubateur. On prend ces cellules, on ajoute au milieu ce qu'il faut, la bonne recette, et ces cellules deviennent tout à coup des neurones, deviennent des cellules cardiaques et commencent à s'organiser dans un tissu qui peut devenir complexe. Donc, autrement dit, on pourrait éventuellement produire sur demande, à partir d'un embryon, des tissus humains. Alors, même la xénogreffe, ça va peut-être devenir dépassé. Et comment est-ce qu'on ferait ça? Bien, on prendrait une de vos cellules. Imaginez que vous avez un problème cardiaque et que, heureusement, il n'est pas trop tard. On prend une de vos cellules, on fait un clone de ce que vous êtes en introduisant la cellule dans un ovule et on va chercher, on laisse l'embryon se développer, on va chercher des cellules et on les amène à se différencier en cœur, par exemple. On prend ce cœur, on vous le transfère. Donc, ce sont vos propres tissus, il n'y aurait pas de rejet. Ce n'est pas de la science-fiction. On a vu des résultats à ce congrès où les cellules se différenciaient très bien à partir des différents milieux qu'on avait mis au point. Donc, c'est tout ça que ça amène comme questionnement, la transgénèse animale. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, il y a des applications qui sont souhaitables, il y en a d'autres qui sont sûrement à éviter. Et j'espère que c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Merci. Dans la grandeur, en tout cas, du Québec et du Canada, c'est la difficulté d'être impartial dans un débat comme celui-là. L'impartialité par rapport à, justement, la finalité. Ça va servir à quoi? Est-ce qu'on va gagner quelque chose? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? La question du débat public, la question de qu'est-ce qu'on veut, eh bien, elle est ouverte. Et je crois qu'un débat comme celui-ci aujourd'hui permet ce genre de questions. Donc, il faut, à travers la question économique et politique, se poser la question du bien public et des finalités des OGM. Et dans ce sens-là, ça doit être distingué du problème scientifique à proprement parler. Vient ensuite les aspects éthiques des organismes génétiquement modifiés. Ce qu'on peut noter, c'est que les biotechnologies et le système économique qui est lié aux biotechnologies introduit une marchandisation du vivant à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a une appropriation de tout ce qui est vivant parce que le système économique dans lequel on fonctionne nécessite des brevets, des protections pour que ça soit rentable. Enfin, vous avez vu le prix des animaux transgéniques. Bien sûr que les entreprises qui financent ces animaux transgéniques voudront avoir des retours directement sur leurs investissements. Donc, le fait que le savoir qui est lié à la transgénèse devient un savoir lié à un secret industriel, à un brevet, et donc le problème de l'accessibilité de ces technologies-là aussi, bien entendu, se pose. Autre problème éthique, bien entendu, c'est la question de la diversité biologique. En quoi les OGM peuvent être une menace ou au contraire augmenter une diversité biologique naturelle ou artificielle. On a évoqué tout à l'heure la question du respect des cultures. Il est évident que quand on commence à introduire des plantes transgéniques dans l'alimentation et dans la structure, encore une fois, économique nord-sud qui est la nôtre, on va introduire des changements dans les comportements alimentaires, dans les habitudes de vie, dans les traditions culinaires. C'est évident. Je veux dire, on peut donner plusieurs exemples par exemple, d'espèces qui ne sont pas des espèces transgéniques, mais qui ont été importées dans certains pays de tiers-monde et qui ont modifié certaines structures traditionnelles et puis certaines habitudes culturelles. Derrière les OGM se pose une autre question, c'est la tendance à l'uniformisation, c'est-à-dire que finalement,
on en vient à développer un produit unique ou une plus grande diversité. C'est l'enjeu aussi des OGM. Est-ce qu'on va nous produire, est-ce que la structure économique qui développe les OGM va introduire une variété d'espèces ou au contraire va imposer un certain nombre bien précis d'espèces et donc, encore une fois, en quoi elle va protéger ou au contraire uniformiser la diversité naturelle ou artificielle. Le problème éthique fondamental, je crois, reste la question de la justice. Pour quels avantages pour la population en général? Pour quels avantages pour le Sud et le Nord, les pays occidentaux versus les pays en voie de développement? La question donc, c'est la justice, l'équité là-dedans et aussi la liberté. Est-ce qu'on a le droit de refuser certains développements technologiques? Au nom de quoi? Est-ce qu'on peut dire non à certains, simplement à cause des impacts sociaux, à certains types de développement technologique en disant bon, cette productivité-là, si elle a des impacts sur la diversité, sur nos modes d'alimentation, nos traditions, eh bien non, on n'en veut pas. Ou au contraire, on dit oui, dans certains secteurs, ça vaut la peine de mettre l'accent, le développement, puisque on va tous en profiter. Donc ce débat-là, pour moi, est encore à faire au niveau des OGM. Et jusqu'ici, on peut dire que, en tout cas en ce qui concerne les plantes transgéniques, ce n'est pas la transparence ni le débat public qui a mené les grandes visées autour des OGM. On a l'impression plutôt qu'au niveau international, il y a eu une espèce de chape de plomb pendant les années où se sont développées ces technologies-là, avant que le débat social ne démarre. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le développement de ces technologies-là est encore à venir. Donc, on peut intervenir davantage. On peut socialement décider de mettre notre argent dans certains types de technologies et pas dans d'autres. L'avenir est encore ouvert. Et c'est peut-être pour moi, sur le plan éthique, cette notion de liberté qui est si fondamentale. Je voudrais maintenant terminer avec les 5 minutes qui me restent, 3 minutes qui me restent, sur quelques questions philosophiques qui sont aussi importantes parce que, dans le fond, la réaction du public à propos des OGM nous dit que, quelque part, on se sent mal à l'aise avec cette idée que l'on peut changer les espèces, transformer le vivant et que l'être humain utilise ces capacités-là, la plasticité de la nature, parce que si la nature résiste, quand elle ne veut pas faire cette transformation, elle résiste. Donc il y a une plasticité de la nature qui nous permet ce genre de choses-là. Mais il reste qu'on a le sentiment d'une transgression. Et je voudrais revenir sur cette notion de transgression, parce qu'elle m'apparaît comme beaucoup le fondement de plusieurs peurs par rapport aux OGM, et en même temps qui pose fondamentalement notre rapport à la nature. Donc il y a, je dirais, 4 questions que je voudrais poser sans les développer, quitte à ce que je les redéveloppe si ça vous intéresse par la suite. La question de la transgénose va être de se poser la question au plan philosophique, est-ce que c'est bon en soi ou est-ce que c'est mauvais en soi? Donc, intrinsèquement, est-ce que la transgénèse est bonne ou mauvaise? C'est intéressant de voir que la question est peu abordée. Et on va généralement poser la question du sens de la transgénèse en fonction de son utilité, donc de sa finalité. Et ça, c'est notre façon très occidentale de juger d'une chose. Est-ce que c'est utile, pas utile? Est-ce que ça profite? Est-ce que c'est bon pour le consommateur? Donc on va utiliser ce critère-là. Mais plus fondamentalement, il y a des questions qu'on peut se poser et qui se posent, comme par exemple la transgénèse, est-ce qu'elle va dans le sens de l'évolution naturelle ou est-ce qu'on est en train de créer une évolution artificielle technique? Est-ce qu'on est en train de faire une coévolution par rapport aux espèces naturelles? Et donc, est-ce que l'homme est en train d'intervenir dans l'évolution naturelle de notre monde en créant ces nouvelles espèces? Donc, la question de la transgression se pose aussi sur 3 aspects, puisque les espèces, les règnes existent et qui sont le produit de l'évolution naturelle. Est-ce que c'est aller contre les lois de la nature que de vouloir, entre guillemets, mélanger les espèces? Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Si on accepte la transgénèse de façon limitée, c'est pour moi l'impression que nos pays occidentaux, c'est vers ça qu'on a tendance à trouver toujours des solutions de compromis. La question c'est, ne va-t-on pas être obligé d'accepter d'autres choses que l'on ne veut pas? À l'image un peu de ce débat manqué sur l'étiquetage des aliments transgéniques. C'est-à-dire que dans le fond, à dire oui sur certaines choses, on va être pris dans un engrenage. Alors, je crois que ce sont des questions philosophiques importantes, ce sont pour moi des questions sociales, des questions de débat, des questions où on se situe dans l'évolution de la nature et fondamentalement dans notre place de l'homme sur la planète et puis sur ces critères qui vont nous guider pour savoir si oui ou non ou comment on veut la transgénèse. Merci. Mon domaine de recherche ne touche pas à la transgénie, mais n'empêche qu'on est obligé en tant que biologiste de toucher à ce sujet d'une façon ou d'une autre. La première des choses que j'aimerais vous dire, il ne faut pas être obscurantiste. C'est-à-dire, les hommes de science font des recherches, il faut suivre ce qu'ils font. Mais d'autre part, j'ajoute directement une petite phrase, c'est que la nature a créé des espèces, comme l'a dit Mme Parizeau. Elle a mis des millions d'années pour créer des barrières entre les populations. Une population ici ne peut pas se reproduire avec une population là-bas. Alors on commence maintenant à changer un petit caractère dans le blé pour augmenter la production, ou bien un petit caractère dans le cochon pour le rendre acceptable pour une autre espèce. Et est-ce qu'on va s'arrêter là? On ne va pas s'arrêter là, c'est absolument sûr. On va faire sauter plus tard d'autres barrières. On va sauter des barrières entre des espèces. Alors, si on fait sauter des barrières, à quoi ça nous regarde? L'espèce humaine est isolée dans la nature, on n'a pas de proches parents, les chimpanzés, les gorilles sont assez loin de nous tout de même, mais j'aimerais poser la question sur les maladies. Est-ce que toutes les maladies qu'on contacte sont d'origine humaine ou bien ils nous viennent des animaux? C'est au contact des animaux qu'on a commencé à tomber malade. Si je vais dans la nature, c'est très rare de trouver un animal malade. C'est très rare, parce qu'un animal malade est condamné à mort. Parce qu'un animal malade ne peut pas survivre. Les humains tombent malades et survivent parce qu'on vit en société. Mais de là, je reviens à ma première phrase, il ne faut pas être obscurantiste. C'est-à-dire, il faut accepter les choses. Lorsqu'on m'a contacté pour participer à cette conférence, j'avais choisi un petit titre pour mon intervention. Qu'est-ce que c'est la transgénie? Est-ce que c'est le stade suprême de la domestication ou bien c'est l'antichambre de l'Apocalypse? Ce sont des termes très grands et très éloquents, mais qui reflètent la réalité. Nous, en tant qu'espèce qui vit sur cette terre, on ne survit pas comme on le pense à l'échelle individuelle. C'est tout l'effort de la société qui nous fait survivre. Chacun transmet des connaissances à l'autre. Et on a pu arriver là parce qu'on a commencé à domestiquer les plantes, on a commencé à domestiquer les animaux, c'est-à-dire on choisit ce qui est bon pour nous et on jette ce qui est mauvais. Ce qui fait qu'on a du blé à volonté, qu'on a de la viande à volonté, on ne pense pas comme certains rêvent de vivre de cueillette des animaux naturels. Ça n'existe plus. On ne peut vivre que par ce qu'on produit. Mais, il y a toujours des mais. Si on commence le chemin de la domestication, peut-on s'arrêter à un certain moment? Pourquoi ne pas toujours améliorer notre production? Pourquoi ne pas toujours augmenter la productivité du blé, du maïs, du soya, etc.?
Alors, je suis arrivé à la conclusion qu'actuellement, les efforts ne sont plus faits comme auparavant pour augmenter la production, mais c'est plutôt pour augmenter la résistivité des animaux et des végétaux aux facteurs qui diminuent leur productivité. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, si une plante est sensible à un insecte quelconque, on va rendre la plante insensible à l'insecte. Et ça, on n'avait pas besoin de la transgénie pour arriver là. Je vous donne un cas, une plante qui ne vit pas au Canada, la vigne, parce qu'il fait très froid chez vous. Alors, pour la vigne a été décimée dans le vieux monde par un insecte qui a été importé d'Amérique, c'est le phylloxéra. Et puis, grâce aux travaux des savants, on a pu trouver un moyen pour sauver la vigne. On n'a pas touché au gène de la plante, mais on a touché à quelque chose de différent. On a joué, si vous voulez, on a joué sur les qualités qui existent déjà. On n'a pas touché à la structure. Et puis, en travaillant avec le phylloxéra, on a transmis à l'ancien monde deux autres maladies, l'oïdium et le mildiou. Auparavant, la vigne poussait dans le vieux monde à l'état presque spontané. Les cèpes vivaient des centaines d'années. Et puis voilà, elles sont mortes. Maintenant, grâce à ces greffes, à ces nouvelles racines résistantes, on peut faire de la vigne. Vous pouvez voir du vin qui est très bon, parfois il est mauvais, ça dépend du fabricant et non pas du vin. Alors vous voyez, ça c'est un effort des hommes de science. Ça n'a pas touché à la transgénie, mais tout de même, c'était un changement dans la structure de la plante. Je vous donne un autre cas très bizarre. Parce que tout le monde pense que la transgénie, c'est le diable. C'est pas tellement le diable, mais c'est un état suprême, disons, de la domestication. Lorsque les premiers hommes ont voulu attraper de la viande, pour utiliser une formule caricaturale, Monsieur le bœuf ne va pas nous donner un beefsteak gratuitement. Il faut le tuer pour avoir le beefsteak. Et puis, lorsqu'on va tuer le bœuf, on va tuer le plus faible du troupeau ou bien le plus fort. Je parle à l'état naturel. On pourra attraper le plus faible. On ne va pas attraper le plus fort parce que justement le plus fort ne se laisse pas attraper. Et voilà que l'homme a constitué des bœufs, des vaches, à partir des éléments les plus faibles de la nature. Il a éliminé les forts, il a gardé les faibles. Il a commis un crime au fond. Mais nous, on ne trouve pas que c'est un crime. On trouve que c'est bon parce que ça nous permet de manger à volonté. Mais ça, c'est une chose. Et puis d'autre part, si je vais introduire une mutation volontaire dans les plantes, qu'est-ce qui me prouve que cette mutation ne va pas se transmettre au stock qui existe déjà dans la nature? Tous les animaux, à quelques exceptions près, ont des parents à l'état sauvage. Toutes les plantes ont des parents à l'état sauvage. Alors si je crée une espèce transgénique de plantes ou de végétaux insensibles à tel ou tel herbicide, ou bien à telle ou telle maladie, ne va-t-elle pas transmettre par ses pollens ou bien par la reproduction ce qu'elle a gagné par le génie humain aux autres membres de l'espèce? Et qui va arrêter tout ça? Moi, je vois que c'est un peu difficile d'arrêter. Mais avant de terminer, j'aimerais préciser, il ne faut pas être obscurantiste. Il faut accepter la science, aider la science, mais en même temps distinguer, ça c'est une notion de subjectivité, disons, c'est subjectif, distinguer ce qu'on veut de ce qu'on ne veut pas. Les animaux et les plantes domestiques sont les efforts des humains depuis 10 000 ans. C'était toute l'espèce humaine qui a créé le blé, toute l'espèce humaine qui a apprivoisé le bœuf. Ce n'est pas seulement une tribu par ici, une tribu par là.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est plutôt des laboratoires qui font ces recherches et qui propagent, disons, les transgéniques. À quoi ça me touche? Alors, je termine en disant quel était l'article, le titre de ma conférence, c'est Stade suprême de la domestication, ou bien c'est vraiment l'antichambre de l'Apocalypse. Et merci beaucoup. Il y a un point que j'aimais, que je trouvais intéressant dans la présentation de Mme Baguizot, c'est que lorsque vous disiez que vous parliez des transnationales et de la nécessité au niveau des gouvernements, par exemple, d'établir des règles ou des lois ou des façons de faire ou des législations, des organisations pour contrôler tout ça. Puis je pense que c'est encore plus complexe que ça parce que j'ai juste une petite anecdote qui me revenait en tête. C'est une compagnie québécoise que je nommerai pas, là, mais qui vend plusieurs de ses produits en Angleterre. Et depuis un certain temps, ils ne sont plus capables de les vendre parce qu'ils ne sont pas capables de certifier qu'il n'y a pas d'OGM dedans. Sauf un. Il y en a un qui sont encore capables de vendre. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est ce qui me fait dire que c'est beaucoup plus complexe, le lien entre l'économie, la politique et tout ça, c'est que ce produit-là, quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit que c'est le seul qui n'est pas vendu en Angleterre. Donc, au niveau politique, c'est quoi le but? C'est de protéger les gens ou c'est vraiment des considérations économiques? Je pense que c'est une autre variable aussi, parce que, bien sûr, il faut que les gens qui sont, le gouvernement qui est là, qui est mis en place, qu'on met en place pour nous protéger et pour nous servir, bien sûr, il faut qu'il le fasse, mais est-ce qu'il le fait toujours? Puis c'est quoi? Il y a beaucoup de variables qui entrent dans la ligne de compte. C'est pas toujours évident aussi les liens qu'ils peuvent avoir avec les compagnies, mais les liens aussi, le poids qu'ils vont vouloir donner, par exemple, à certaines technologies, parce que peut-être ça pourrait être utile, selon eux. Cette question-là, pour moi, est comme occultée dans le débat des OGM, c'est-à-dire le lien entre les laboratoires scientifiques qui sont financés par des fonds privés, qui sont elles-mêmes, pour la plupart, liées à des grandes transnationales. Donc, la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point, ici à l'Université Laval, au Québec, au Canada, nos laboratoires de recherche sont au service de certaines grandes transnationales et dans quelle mesure nos pouvoirs politiques, c'est-à-dire notre gouvernement, qu'il soit québécois ou canadien, n'encouragent pas ce type de recherche-là, avec l'idée, effectivement, que tout ce qui permet la productivité et le développement économique est bon a priori. Et c'est un peu ce que je mets en cause à travers ça sur la question de l'impartialité et sur la notion du bien public. Est-ce que, avant d'établir ces priorités entre le financement privé et public, puis l'orientation des champs de recherche, est-ce qu'il y a eu un débat public là-dessus? Moi, j'ai l'impression, en tout cas en ce qui concerne tout ce qui est OGM, qu'effectivement, il n'y a pas eu de débat public. C'est-à-dire que l'orientation qu'on donne dans nos universités, dans nos laboratoires de technologie, parce qu'elles sont sous-financées par le public, sont dépendantes du financement privé, donc des objectifs des grandes transnationales sur le plan scientifique. Donc, ça a une incidence directe sur quel genre de sciences on fait. Je sais pertinemment que personne à l'Université Laval qui est financé par Monsanto, par exemple, ou qu'on ait dirigé notre recherche. J'ai travaillé avec des compagnies privées, effectivement, là, au niveau du port, et ça ne faisait pas de nous nécessairement des esclaves par rapport aux résultats qu'ils voulaient atteindre ou par rapport aux objectifs de notre recherche. C'est sûr que c'est un autre type de recherche. C'est une recherche qui est peut-être un petit peu plus orientée, bien que la plupart des chercheurs ne vont pas que faire ce genre de recherche-là. On a toujours des fonds. On continue à faire de la recherche fondamentale parce que la recherche fondamentale va venir alimenter possiblement les prochaines découvertes, puis c'est comme ça qu'on avance. Donc, on n'a pas négligé cet aspect-là de la recherche non plus, mais écoutez, je pense qu'à nous quatre, ça illustre très bien comment ça peut être complexe, encore une fois, et comment les points de vue viennent s'entrechoquer, dépendamment des formations qu'on a. Je vous écoutais dire tantôt
que on allait transformer la nature et que la nature se défend, mais nous aussi, on a à se défendre contre la nature, dans ce sens que la nature, elle est loin d'être parfaite. Et ce que j'entends par là, pas nécessairement au niveau du champ, mais vous avez des enfants qui développent des leucémies à 4 ans, vous avez des enfants qui ont de la dystrophie musculaire, mais moi ça me dérange. Okay? Comme scientifique, ça vient me chercher. Ça vient me dire, c'est quoi la relation avec ce qu'on met dans le champ? C'est sûr qu'elle n'est pas là, mais les outils qu'on est en train de développer, elles touchent aussi ce genre d'application-là. On pourra en parler longtemps, encore une fois, mais les xénogreffes, vous avez un adolescent chez vous, là, de 14 ans, qui a besoin d'un cœur, que vous allez le perdre s'il n'y a pas de cœur. Accepteriez-vous qu'on lui transfère un cœur de porc transgénique pour peut-être 2 mois, 3 mois, pour peut-être 6 mois, 1 an, pour lui permettre d'en recevoir un humain éventuellement? Est-ce que ça, c'est acceptable quand on sait qu'on abat 5 millions de porcs au Québec et qu'on en fera peut-être 400 de plus par année pour sauver comme ça des vies? Okay? C'est facile à dire, encore une fois, et je conçois. Vous avez vu, j'ai été franc quand même. Je n'ai pas essayé de cacher les mauvais côtés. Je n'ai pas essayé de cacher quels étaient les aspects que ça venait nous chercher. Mais il reste quand même que je suis scientifique. J'ai un biais en tant que scientifique, comme Mme Parizeau a un biais en tant que philosophe. Et ces biais-là, par contre, peuvent venir, en discutant ensemble, viennent jeter de la lumière sur les questions qui sont touchées. Et moi, je me fais dire, ben écoute, le scientifique, là, t'as pas vu ça, hein? T'as pas vu qu'il y avait un effet sur la culture, t'as pas vu qu'il y avait un effet sur la conception, par exemple, de l'humain. Je te l'apporte. Mais en même temps, on vous dit, mais regardez, là, il y a peut-être quand même des applications, il y a quand même un cheminement qu'on fait scientifique qui est souhaitable et qu'on va valoriser à travers la transgénèse. Alors, avant de donner la parole au public, 2 réactions de Mme Parizeau et de M. Alou. Oui, j'aimerais revenir sur la question là, de cette question, ce que j'appelle un peu piégée, en disant, écoutez, quand vous avez un enfant qui est leucémique ou qui a une hépatite fulgurante et que qui perd son pancréas ou son foie plutôt, je crois que cet argument-là doit être mis, quand je parlais de justice tout à l'heure, doit être mis à l'échelle d'une justice beaucoup plus large. C'est-à-dire que pour moi, si vous opposez cet argument-là, l'utilité, alors il faut la mettre dans un cadre plus large. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on a toutes nos technologies, il y a des millions d'enfants qui meurent de maladies qu'on ne maîtrise pas et qui sont connues, tout ça parce que nous, on ne les a pas dans nos pays occidentaux. Donc il y a à un moment donné des questions de choix aussi de certains pays occidentaux, de l'Occident, sur les développements technologiques et sur la question de la justice, du partage. Est-ce qu'on est tous des humains ou est-ce qu'il y en a qui sont moins humains que d'autres? Donc la question, c'est vraiment la finalité de ce champ de biotechnologie et des OGM en général. Quant à la enfin au greffe, au xénogreffe, ça c'est tout. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un débat là-dessus dans cette chaire parce que, encore une fois, où est-ce qu'on va mettre l'argent? De tout temps, il y a eu des morts. De tout temps, il y a des guerres. De tout temps, tout le monde est condamné à mourir. On ne peut pas survivre. Mais est-ce qu'on va, je ne sais pas si c'est le terme exact, changer toutes les lois de la nature pour sauver un gosse? Si c'était mon gosse, j'aurais dit oui. Mais c'est difficile à répondre. Vraiment, c'est difficile à répondre. Et puis, il y a une petite chose là. Pour les transgéniques, si je veux faire du soya et pour tirer de l'huile, peut-être que l'huile n'a rien. L'huile de soya, qu'elle soit transgénique ou non, c'est toujours de l'huile. C'est la même formule. Mais la plante a changé. Et qu'on veuille ou pas, dans un système capitaliste, on s'en va très rapidement vers un droit de propriété intellectuelle sur tous les savoirs. Alors ma question, est-ce que le droit de propriété intellectuelle sur le vivant est différent des autres? Et pourquoi? Moi, je dirais que, évidemment, moi, je suis chercheur, je travaille en transgénèse, mais en même temps, je suis un citoyen comme tout le monde, je suis un consommateur comme tout le monde, puis il y a des choses que je trouve bien inquiétantes. Par exemple, quand je vois, avec les gros projets de génome humain, des pans entiers de notre génome ou du génome d'autres organismes qui sont brevetés, alors qu'on ne sait même pas à quoi ça va servir, ça m'inquiète énormément.
Puis je trouve même que c'est pas tout à fait correct parce que normalement, pour avoir un brevet, j'ai rien contre les brevets, c'est comme protéger les droits d'auteur, mais pour avoir un brevet, il faut démontrer que notre invention, elle sert à quelque chose. Alors moi, mon avis, c'est peut-être tout à fait simpliste, mais mon avis personnel, c'est que on ne devrait pas breveter un gène, mais par contre, peut-être qu'on peut breveter l'utilisation de ce gène ou d'une technologie pour l'utilisation précise dans un système donné, comme on le fait avec n'importe quel autre brevet au niveau technologique depuis déjà un bon bout de temps. C'est mon avis. Pour ce qui est du brevet du vivant, je crois qu'il faut comprendre qu'en induisant, enfin en développant le brevetage du vivant, il y a toutes sortes d'incidences sur la façon même de faire de la science. Aujourd'hui, on est tenu au secret. Les équipes qui travaillent dans ce genre de technologie-là ne peuvent plus échanger l'information. Donc on est en train de changer des traditions scientifiques, des traditions de liberté, de discussion. On ne peut plus parler de la même façon. On ne peut plus rentrer dans un laboratoire sans avoir une carte dans certains secteurs, n'est-ce pas? Bon. Ben moi, dans mon cas, c'est qu'on ne veut pas le faire détruire nos plantes. Oui, mais j'imagine que vous avez aussi le piratage économique, vous savez aussi comme moi que ça existe. Alors, donc, ce système-là induit des changements dans les comportements et le brevetage du vivant, eh bien, ça veut dire qu'on marchandise, c'est-à-dire qu'on dit oui à la marchandisation du vivant. C'est tout simplement ça qu'on fait en disant oui au brevetage des séquences de gènes. Mais vous avez tout à fait raison, si je peux renchérir. Oui, OK, quelques secondes. par la suite. Vous avez tout à fait raison qu'il y a un gros danger au fait qu'il y a du sous-financement et que la part de recherche financée par l'industrie augmente. Sauf qu'il n'y a pas que ça. C'est comme François disait François, moi-même, puis à peu près tous mes collègues en font de la recherche fondamentale financée par le public, finalement. Puis c'est important qu'il y en ait. Mais je pense que c'est ça. Mais moi, j'ai rien contre le fait de participer à un projet avec une compagnie si je sais, bon, je ne le ferai pas avec certaines compagnies, évidemment, certainement pas les grosses qui sont capables de se le payer, mais si on peut aider des petites compagnies ici, dans notre système, à développer des approches qui peuvent être intéressantes et qui peuvent avoir des bénéfices, même ne serait-ce que pour créer de l'emploi ici au Québec, moi j'ai rien contre ça. Évidemment, pour certains aspects de ma recherche, il y a des choses que je ne pourrais pas dire tout de suite. Pour ma recherche fondamentale, bien ça, je peux le dire. Moi, quand je vais en congrès, sur ce que je fais en recherche de base, je suis tout à fait libre, puis je pense qu'il y a beaucoup de mes collègues qui sont tout à fait libres aussi. J'ai deux petites réactions par rapport à ce qu'a dit M. Alouf. Quand il a parlé d'obscurantisme, moi je me demande si on n'a pas le droit et le devoir d'être critique par rapport à ce qui se passe par rapport à la transgénèse, et s'il n'y a pas une nécessité de construire un espace public où on puisse discuter de ça. Et deuxièmement, il a dit qu'on pouvait produire du blé, de la viande à volonté. Et moi, je constate dans les lectures qu'il y a encore 850 millions de personnes qui souffrent du problème de la faim, lorsque vraiment la transgénèse, c'est une solution miracle. D'après ce que j'ai pu lire, non, puisque pour des raisons physiologiques, mais là on va peut-être me corriger, on ne peut pas augmenter la productivité des plantes tant que ça, grâce à la transgénèse. Et enfin, ma dernière question qui est plus précise, c'est pour tous. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu en quoi consistent les gènes Terminator? Quels sont leurs impacts économiques? Merci. Merci. Alors d'abord, M. Alouf et peut-être M. Michaud. Donc, si je peux commencer si je peux commencer sur la dernière question, en attendant que M. Alouf réponde aux autres questions. Au niveau du gène Terminator, en fait, il s'agit d'une technologie qui était en voie de développement, qui avait été brevetée, qui ne s'est jamais rendue sur le marché, qui consiste à développer des plantes qui vont, lorsqu'on va essayer de les multiplier, s'auto-détruire, si on peut dire. Okay? Sans entrer dans les détails de la technique, c'est une technique de transgénèse qui fait que lorsqu'on cultive notre plante transgénique, il ne se passe rien, mais si on essaie de la multiplier, elle ne pourra pas se multiplier. Donc, évidemment, ça amène énormément de questions au niveau éthique et socio-économique, bien sûr, parce qu'on a entendu tout le débat du fait qu'on ne puisse pas réutiliser les semences, puis que finalement, des compagnies veulent contrôler tout ça. Alors, ça amène toutes ces questions-là. Puis c'est important également, par contre, de prendre les questions globalement. Ça fait plusieurs années que plusieurs nous disent qu'il y a un problème avec les plantes transgéniques, c'est que des gènes pourront se promener dans l'environnement. Et il y a des technologies qui sont développées justement pour éviter ça. C'en est une. C'est justement une technologie qui nous permet d'éviter que le gène qu'on introduit dans la plante se promène, puisque la plante ne sera pas féconde. Donc, il faut prendre ça globalement. C'est
très important. Merci. Alors, M. Alouf. Écoutez, lorsque j'ai parlé d'obscurantisme dans le sens général du terme, toutes les grandes découvertes ont été faites contre l'ordre établi, et non pas pour l'ordre établi, contre. Et c'est à cause de ces grandes découvertes, à cause de ces génies qui ont bravé l'obscurantisme qu'on est là maintenant. Mais ce que je dis, c'est lorsque je dis qu'il ne faut pas être obscurantiste dans ce sens seulement, c'est-à-dire s'il y a des expériences qui se font, il ne faut pas dire directement non. Ça, c'est très important. Les apprentis sorciers, ça a toujours existé. S'ils font quelque chose de bon, ça reste. Sinon, ça disparaît. C'est dans ce sens que je l'ai dit. Je ne veux pas dire directement comme ça, je suis contre. Moi, je suis contre les transgéniques, mais ça ne veut pas dire que mon opinion prime. Je dis, je suis contre, mais parce que je ne crois pas à ça. Mais je ne veux pas dire que je suis obscurantiste. Alors, j'accepte ce qu'ils font. Je les critique. Et après, je vois qu'est-ce qu'ils ont fait. Et si pour le moment, je suis absolument sûr que ce qu'on fait ne dépasse pas le cadre des laboratoires. Parce que n'importe laquelle de ces animaux ou bien de ces végétaux, si on les laisse dans la nature, elle disparaît en l'espace d'1 an au moins. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui la tuent. Alors, c'est un peu, si vous voulez, comme un prématuré. Si on ne le met pas dans la couveuse, il meurt. Pour le moment, nous sommes là. Pour ceci, j'ai parlé d'obscurantisme. Il ne faut pas dire directement je suis contre. Merci. Galilée a fait la même chose. Tout le monde a fait la même chose. Mais est-ce que je dois être obscurantiste disant je suis contre, c'est dangereux? D'ailleurs, ce qu'ils font les plantes, ils n'ont pas inventé de nouveaux acides aminés, ils n'ont rien inventé de nouveau. Ils ont fait de nouvelles combinaisons que moi je crois qu'elles sont dangereuses. Il se peut que je me trompe, comme tout le monde peut se tromper. Et dans ce sens seulement, je précise qu'il ne faut pas être obscurantiste, pas plus. Moi, je vois quand même qu'il y a un risque que des espèces, pensons pour l'exemple des saumons, qui, gardés dans des bassins, on n'est jamais à l'abri des problèmes, un bassin qui perce, ne serait-ce qu'une douzaine de saumons qui se retrouvent en nature, souvent plus qu'autrement, les saumons sont supérieurement avantagés pour plusieurs raisons par rapport à la population naturelle, et on pourrait assister, par exemple, à un effondrement de la population naturelle. On sait trop bien que par le passé, il y a eu des millions et des millions d'erreurs humaines qui ont causé de gros désastres, des cataclysmes. Oui? OK, rapidement. Donc, pour faire une histoire courte, je m'excuse de m'étendre un peu trop, parce que ça me touche personnellement, mais je reviens à ma question d'abord. Est-ce que vous croyez et reconnaissez, du moins, qu'il y a un danger à l'utilisation de cette technologie? Bon, donc Merci. pour le cas des saumons, je vais laisser la parole à François après, mais je peux répondre au niveau des plantes. Oui, je te reconnais tout à fait qu'il y a des questions à se poser puis qu'il y a des risques potentiels. D'ailleurs, c'est un des trucs sur lesquels je travaille le plus, en collaboration avec des professeurs, dont un du département de biologie, Conrad Cloutier, pour ne pas le nommer. Donc, évidemment, il y a des questions à se poser au niveau de l'environnement. Tu as parlé de plusieurs, là, par exemple, la dissémination des gènes par le pollen, par exemple. Donc, c'est un problème commercialement. Il y a des gens, quelqu'un qui dit qu'il n'en veut pas d'OGM, puis qu'il y a du pollen qui se promène parce que ça se promène avec le vent, puis il prie avec ça, c'est un problème. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la recherche fondamentale, il y en a toujours. Donc, ça évolue assez rapidement aussi. Par exemple, dans ce cas précis du pollen, maintenant, on sait que pour plusieurs espèces, l'hérédité parce que les gènes sont surtout dans un noyau, comme chez nous, mais sont aussi dans les chloroplastes qu'on retrouve dans les cellules végétales. L'hérédité chloroplastique chez les plantes est maternelle. Donc, si on est capable maintenant de mettre le gène là plus tôt, donc il ne sera plus dans le pollen. Comprenez? Donc, il y a des moyens, il y a de la recherche qui se fait. C'est important de se poser des questions justement pour développer des approches comme ça. Si on parle de santé humaine, on a entendu beaucoup parler des expériences sur les rats avec les patates transgéniques. C'est vrai, il faut se poser des questions, il faut faire des tests. S'il n'y en a pas assez, il faut en faire plus. Il y en a beaucoup de recherches d'ailleurs. Mais maintenant, il faut faire attention. Les conférences de la chaire publique sont une contribution de l'Allier pour favoriser les débats, l'affirmation du sens critique et la vulgarisation des savoirs.